Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue à l'émission hebdo Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale. Vous le savez chers auditeurs, vous nous écoutez chaque semaine et vous vous rendez compte bien que notre territoire altiligérien, il est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société de Haute-Loire s'est construite avec les régimes politiques, les religions, les traditions, mais aussi les voies de communication qui ont structuré les espaces occupés par l'homme pendant des siècles. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment les routes ont impacté l'organisation et l'histoire du territoire altiligérien au cours du XVIIIe siècle. Le temps d'une émission, aujourd'hui, nous recevons Didier Bourdelin qui nous emmène avec lui un instant pour nous parler de ce sujet, les routes altiligériennes. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à FM43. Didier, vous êtes enseignant d'histoire-géographie à la retraite, mais surtout un passionné d'archives et d'histoire locale. Première question essentielle, pourquoi choisir la période du XVIIIe siècle pour évoquer l'importance des routes en Haute-Loire ? Tout d'abord, le XVIIIe siècle, c'est un siècle qui bouge, de mouvement. Et donc, les échanges se développent. Il n'y a pas que les échanges de marchandises, d'ailleurs, les idées également. Et donc, ça met en œuvre tout un tissu humain, tout un tissu économique, tout un tissu social. Et donc, c'est un petit peu entrer dans le quotidien des gens, entrer dans leur vie ordinaire. Pourquoi se déplace-t-il ? Comment se déplace-t-il ? Voilà. Et c'est vrai, au XVIIIe siècle, nous qui sommes à une ère où le transport est rapide, évident, je ne parle pas des télécommunications, d'Internet évidemment, mais l'avion, le train, le TGV, etc. Je crois qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte, les communications à l'époque, XVIIIe siècle, nous sommes avant la Révolution, les années 1700, et c'est fait de lenteur, de difficulté. On transporte parfois à dos d'homme, parfois sur des mulets, sur des chariots, et donc parler de route, de voies de communication, disons qu'on doit un peu s'abstraire de notre quotidien, avec des routes bien bitumées, bien dessinées. Là, pas de goudron. Et donc, des difficultés permanentes. Et à ces difficultés de structure des voies de communication s'ajoute aussi, nous le savons, dans notre espace, c'est-à-dire les difficultés géographiques. On atteint des altitudes parfois importantes, à plus de 1000 mètres, et donc le quotidien, c'est aussi les grosses chutes de neige, les crues, etc., etc. Et donc tout cela réclame une attention particulière des autorités. Qu'est-ce qu'on entend par route exactement ? Parce qu'aujourd'hui, on en a quand même un foisonnement. À l'époque, je suppose qu'il y en a peut-être moins. Est-ce qu'on parle d'un seul axe qui relie le Puy à Aubenas, ou alors est-ce que tout de même c'est un peu plus développé au XVIIIe siècle ? Disons que c'est un petit peu plus développé. Alors, pour cela, il faut un petit peu se plonger dans le contexte un petit peu administratif et dans le contexte géographique de l'époque. Nous sommes avant la Révolution, donc pas de département, pas de région, mais des provinces. Des provinces et une grande partie du département de la Haute-Loire, le sud, le centre et une grande partie du nord-est forment ce que l'on appelle le Velay. Le Velay, c'est une subdivision du Languedoc. C'est-à-dire que nos regards administratifs
se tourne vers Montpellier, avec l'intendant représentant le roi, ou se tourne vers Toulouse, c'est-à-dire le Parlement, c'est-à-dire à l'époque la Cour d'appel de justice, et on en avait bien besoin. Donc on est tourné un petit peu de ce côté-là. Deuxièmement, il y a des différences, des particularités administratives. La France de cette époque se divise en pays d'État et pays d'élection. Alors, les pays d'élection, hein, ce sont des pays où on ne vote pas. Hein. Ce sont des pays où ceux qui administrent sont choisis, hein, du verbe latin eligere, hein, choisis par le roi, les intendants, les subdélégués, et notamment l'Auvergne. L'Auvergne avec toute la partie nord-ouest du département, l'Anjadois, le Brivadois, font partie de l'Auvergne. Et donc la limite se situe grosso modo, hein, vers Fix-Saint-Genès. Hein, et donc c'est une limite un peu tortueuse. Il y a des enclaves, ceci, cela, etc. Et donc faire des voies de communication, ça suppose d'entrer en relation avec différentes autorités administratives, le Velay et puis l'Auvergne. Car le Velay, c'est ce qu'on appelle un pays d'État. Un pays d'État, c'est un pays où, bien sûr, il y a un représentant du roi, un subdélégué, mais l'essentiel de l'administration appartient aux États provinciaux. Alors, il y a deux étages. Il y a les États du Velay, hein, avec des élections qui ne sont pas régulières, hein, des élections par ordre, c'est-à-dire clergé, noblesse et tiers-État. Et puis, un niveau supérieur, les États du Languedoc. Et donc, il y a différents niveaux de financement. Alors, bien sûr, le Velay, hein, dont le chef politique, hein, si vous voulez, et l'évêque et comte du Velay également, eh bien, il administre le Velay. À l'époque, c'est un évêque qui est connu, Monseigneur de Galard, mais pour l'administration de tous les jours, eh bien, il nomme un administrateur, et ces administrateurs sont en général compétents. Il y a notamment la famille Gerfagnon. D'ailleurs, ça se transmet parfois de père en fils, hein, mais ce sont des administrateurs extrêmement soucieux de ne pas dilapider l'argent des États, c'est-à-dire le produit de la fiscalité ou le produit des emprunts, parce que quelquefois il faut emprunter, et qui font attention aux travaux, c'est-à-dire ceux qui sont éminemment nécessaires à la vie quotidienne. Pourquoi est-ce qu'à cette époque, on est au milieu du XVIIIe siècle, c'est ça, donc, oui, c'est ça. 1750 voilà. Approximativement. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on décide d'organiser les routes ? C'est un long processus. Hein. C'est pas à un moment donné, à une date donnée. Hein. C'est un long processus, c'est-à-dire que... Qui date du Moyen-Âge. Voilà, les relations ont toujours existé, hein, entre les hommes, et même du temps de la Gaule, entre la Gaule celtique et puis la Gaule narbonnaise, hein, qui dépendait de Rome avant la conquête de Jules César. Il y avait des rapports, et même au temps préhistorique, hein, il n'y a qu'à aller consulter mon ami Jean-Paul Rénal, hein, qui anime l'archéologie de l'Aussonne, qui nous éclaire sur ces sujets extraordinairement passionnants d'ailleurs. Mais donc c'est un processus de plus en plus recherché, hein, les communications, parce que l'économie, on passe d'une économie centrée sur l'autoproduction, l'autoconsommation, vivrière, à des échanges de plus en plus importants.
et notamment les échanges avec le sud du Languedoc, le Midi, sont de plus en plus importants. Est-ce que ces premières administrations routières, enfin les premières grandes administrations routières, est-ce qu'elles sont efficaces? Autrement dit, est-ce que les routes sont sûres en termes de sécurité? Est-ce qu'on y circule bien? Est-ce que ça fonctionne, cet argent qu'on met dans l'administration routière? Oui. Alors là, comment dirais-je, les administrateurs, hein, sont extrêmement soucieux des deniers publics. Moi, quand je me suis plongé dans les archives, j'ai vu des gens, des officiers, on les appelait à l'époque les officiers, hein, c'est-à-dire que on dirait aujourd'hui les fonctionnaires. Une grande différence entre le fonctionnaire d'aujourd'hui et l'officier d'Ancien Régime, c'est que l'officier d'Ancien Régime, il est propriétaire de sa charge et il peut même la transmettre. Alors, bien sûr, on trouve quelques rentiers qui utilisent quelques revenus en guise de travail, mais là, j'ai cité les Gerfagnons, et ces Gerfagnons, père, fils, sont extrêmement efficaces. Et puis, ils ont à leur service des ingénieurs, des inspecteurs des ponts et chaussées. On peut citer à cette époque, en Velay, de Biloher, Grandjean, Claude Debarre, etc. Et puis, il y a aussi un ingénieur qui vient d'Angleterre, Pierrot Farrell, qui est sous-inspecteur des travaux de la province du Languedoc et inspecteur des ponts et chaussées du pays du Velay, qui fait très attention. Alors, par exemple, sur les travaux, il y a bien sûr des hiérarchies, hein, c'est-à-dire qu'on privilégie les grands axes, par exemple entre le Puy et l'Auvergne, et entre le Puy et Annonay, c'est-à-dire le bas Languedoc, puisque administrativement il y a une connivence. Hein. Il y a une voie qui est en train de naître au XVIIIe siècle, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se développer. C'est l'axe qui nous conduit vers Lyon. Et aujourd'hui, c'est un axe, on le sait, primordial. L'axe auvergnat est un peu difficile parce qu'on se heurte à ces difficultés administratives et pour les Auvergnats, le Velay n'est pas vraiment prioritaire. On parle avec une certaine condescendance de ces gens de la montagne, etc., etc. Alors évidemment, ces gens de la montagne, ils ont bien été obligés de vivre avec eux lors de la création des départements. Mais, comment dirais-je, le partage du département, il subsiste encore entre le Brivadois et la partie volave. Alors, on ne fait pas n'importe quels travaux. Il y a comment dirais-je, une circulaire. C'est la circulaire de Biloher, excusez-moi, qui, comment dirais-je, définit un petit peu les priorités. Hein. Et il y a une notion qui apparaît, c'est la notion d'intérêt général. Alors évidemment, on dit, mais l'intérêt général, c'est il faut attendre pour que ça soit écrit noir sur blanc, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89. Eh bien, déjà, elle était présente. Elle était présente et on fait attention. Par exemple, lorsque les communautés villageoises demandent des travaux, alors, faut pas croire, mais la France d'Ancien Régime, à l'époque, c'est une France qui s'exprime, qui pétitionne, qui fait des demandes, qui écrit et qui comment dirais-je, qui s'exprime largement. Hein. Et voilà, l'intendant du Languedoc, qui dépend donc des États provinciaux,
dit attention, faites attention, ne répondez pas à n'importe quelle demande. Hein. Il faut vraiment que la demande soit évidente, qu'elle serve. Il faut qu'elle soit faite par écrit. Il ne faut pas de demande, vous savez, comment dirais-je, ah, bon, ça se fait ici ou là, une communauté villageoise qui va faire intervenir quelqu'un d'influent pour avoir un avantage. Il y a demande intéressée, quoi. Voilà. Mm. Donc là, il faut vraiment des motivations sérieuses. Hein. Il faut que ça serve. Il faut que ça serve. Parce que les deniers du Velay, ils sont rares. Hein. Le Velay, c'est pas très riche. Et donc, les ressources, c'est les impositions, hein, c'est-à-dire la taille, hein, la capitation, et puis il y a les emprunts, et puis la solidarité nationale, parce qu'on peut faire appel à un secours du roi, mais aussi à un secours des États du Languedoc. Voilà. 18e siècle, vous l'avez dit tout à l'heure, Didier, on est en plein siècle des Lumières, où les idées d'égalité, de peuple, d'équité entre les citoyens commencent à arriver. Est-ce qu'il y a un lien dans cette volonté de développer les routes et de désenclaver certaines régions du département de la Haute-Loire qui sont très éloignées du reste du monde? Ah oui, oui. Est-ce Alors, qu'on peut y voir un lien ou pas du tout, ou c'est purement économique la raison, on fait des routes pour l'économie? alors, il y a la motivation, elle est essentiellement sociale et économique. Elle est essentiellement sociale et économique. Donc elle est aussi sociale. Ah oui, c'est-à-dire que je vais donner un exemple. C'est la route qui va du Puy au Monastier et un peu plus loin vers les villages du Piato ardéchois. Le béage, Donc etc. du Vivarais, du haut Vivarais. Oui. On n'est plus en Velay. Au-delà du Monastier-sur-Guézaigne, on n'est plus en Velay, on est en Vivarais, hein, sur ce qui est aujourd'hui le plateau ardéchois. Alors il y a des discussions, il y a des grosses discussions, notamment sur le premier tracé entre le Puy et le Monastier. Faut-il passer le trajet habituel, c'était Coubon. Hein, on passe par Coubon. Avec un petit obstacle, c'est qu'il n'y ait pas de pont à Coubon. Donc il y a un bac. Donc ça freine les échanges. Mais le mandement de Coubon, on ne parlait pas de commune à l'époque, mais de mandement, est important. Il compte. Et donc il veut peser. Et là, les autorités du Velay disent non. Il faut comment dirais-je, voir autre chose. Un itinéraire qui soit plus direct, qui évite la Loire. Et c'est la route qui, aujourd'hui, passe par Arsac, hein, la terrasse, etc. Et du Monastier au Puy, vous avez les deux itinéraires. Si vous passez par Coubon, hein, ça tourne, c'est pas évident. Arsac, c'est beaucoup plus direct. Et puis, au-delà du Monastier, eh ben, il y a, comment dirais-je, les villages du Haut-Vivarais. Et là, comment dirais-je, c'est difficile, parce que ces villages, ils dépendent d'Annonay, de Privas, mais c'est inaccessible l'hiver. Alors, ils ont des denrées à vendre, ils ont du bois à vendre, notamment pour le chauffage des gens. Ils ont ce qu'on appelle le charbon de terre, hein, c'est-à-dire la tourbe, hein, à vendre, qu'ils exploitent. C'est une vie extrêmement dure. Et donc, là, eh bien,
ce chemin, le terme route est un petit peu abusif, bien sûr, ce chemin est tracé parce que il y a un intérêt des populations du Haut-Vivarais à aller vers les localités du Velay. Hein. Aujourd'hui, c'est bien connu, hein, parmi les géographes, c'est-à-dire l'aire d'influence d'un village. C'est, comment dirais-je, la distance que l'on est prêt à parcourir pour bénéficier d'un service. Et ben là, quand il s'agit d'aller en bas Vivarais, c'est-à-dire aujourd'hui en basse Ardèche, ben l'hiver c'est difficile. Alors on va vers le Velay, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Les gamins du Platoir des Choix, ils vont dans les écoles, les lycées du Puy. Oui, oui. Justement, ma prochaine question, c'était est-ce qu'il y a des suppliques publiques, donc des demandes publiques à l'époque, de la part de certains habitants pour développer certains axes? Est-ce qu'il y a j'ai envie de dire militantisme, même si le mot à l'époque n'existe pas, mais est-ce qu'il y a des demandes qui viennent des habitants locaux? Oui, bah, là, je viens d'en citer Oui. quelques-uns. Donc Oui, ça vient de. Donc eux oui, font la ça demande. vient. J'ai un autre exemple. C'est un autre exemple d'un petit village. Je connais bien. C'est le petit village de Goudet. Petit village de Goudet. Aujourd'hui, Goudet. Situé en bord de Loire. Situé au bord de Loire. J'allais dire, qui n'a pas plongé des rochers de Goudet, hein, dans la Loire. Hein. Bon. Mais Goudet, c'est un pont. Et c'est un village qui est un petit peu à part. Parce que tous les villages sont sur le plateau. Et là, vous avez un village qui se trouve en bas de vallée. Et c'est même un confluent de plusieurs vallées, de 3 vallées, la Loire, l'Olme et la Fouragette. Et donc là, il y a un lieu particulier, particulièrement favorable pour, comment dirais-je, un pont. Et ce pont, eh ben, il existe depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge. Et c'était jusqu'au XIXe siècle le seul pont entre le Gerbier de Jonc et Brive-Charensac. Alors aujourd'hui, le pont de Galard qui a été édifié à cette époque-là, hein, puisque l'évêque du Puy de cette époque, c'était Monseigneur de Galard, qui était aussi un remarquable administrateur, hein, aidé par, on l'a cité, par des officiers extrêmement compétents, excusez-moi, notamment la famille Gerfagnon. Hein. Et à Goudet, alors c'est un pont en pierre aujourd'hui, hein, c'est un pont en pierre avec 2 arches. 2 arches, il y en a une petite et puis une plus grande. Alors c'est un pont important parce que c'est à la fois une voie de passage et aussi une limite administrative. Et à l'époque, n'oublions pas qu'il y a des douanes intérieures, des taxes quand on passe d'une province à l'autre. Et quand on traverse, quand on va vers le village d'Arlande, hein, pour ceux qui connaissent, ben Arlande était à cette époque-là en Vivarais, n'était pas en Velay. Et donc, ce pont, d'ailleurs, il était surveillé. Hein, il était jusqu'au XVIIe siècle fermé à clé. Voilà. Et puis, il y avait des péages. Mais là, il y a une demande des habitants, il y a une demande, une supplique des habitants, une supplique de ceux qui utilisent ce pont, c'est que sur la pile centrale, il y a une chapelle. Et cette chapelle, dédiée à Sainte Marguerite, elle est en train de tomber en ruine. Et cette chapelle, elle menace la sécurité du pont, elle menace la sécurité de ceux qui passent, elle menace, c'est une menace permanente. Et là, on a des suppliques des habitants de dire qu'il y ait une intervention. Et à ce moment-là, l'intendant du Velay, enfin l'administrateur du Velay, le syndic du Velay, Gerfagnon, fait des recherches et trouve que cette chapelle est un bien privé. C'est un bien privé. Donc, il
il intime, il met en demeure le propriétaire, soit de faire réparer, soit de la démolir. Et le propriétaire, alors en plus, c'était il y avait des questions de partage à l'époque entre différents héritiers, ça tradait. Eh bien, Gervagnon a insisté et la chapelle a été détruite. Et au nom de l'intérêt général et de la sécurité publique. Donc les gens, ils n'ont pas peur de s'exprimer. Ils n'ont pas peur de s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il y a une conjonction entre ces demandes, à condition qu'elles soient fondées, parce qu'il ne s'agit pas de dilapider l'argent public, et avec des ingénieurs, j'ai cité certains noms, Pierrot Farel, comment dirais-je, etc., qui sont extrêmement compétents. Je donnerai un autre exemple. La sortie, la route du Midi, ce qu'on appelle aujourd'hui la route du Midi, qui descend vers Aubenas, par la célèbre côte de Maillre, elle date de cette époque. Elle date de cette époque. Et il faut sans cesse l'améliorer, curer les fossés. On fait attention à ce que les gens n'empiètent pas sur les fossés, ne comblent pas les fossés, parce que ça mettrait en sécurité la pérennité, ça mettrait en péril la pérennité des ouvrages. Et donc là, les ingénieurs, Pierrot Farel notamment, dit à la sortie du puits, là, au-delà de Balpas, là, après, la route, elle monte vers, comment dirais-je, vers le petit village de Tarère, par ce qu'on appelle la côte de Saint-Benoît, et ça serait plus judicieux de contourner la garde de Tarère, c'est-à-dire passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté vers, pour ceux qui connaissent, vers Saint-Christophe-sur-Dolaison. Talobre. Voilà, Talobre, c'est ça. Et rejoindre ce qu'on appelle aujourd'hui le Fanjas. Au XVIIIe siècle, il y avait déjà un projet. Ce projet, il est remis sans arrêt sur la table depuis. Je me souviens, quand j'avais quelques fonctions municipales, il y avait le même projet. Et puis, on l'attend toujours. Voilà. Il est encore prévu d'ailleurs, puisque l'extension de la déviation doit passer par là. Absolument, absolument, absolument. Quels étaient les axes routiers principaux, Didier, dans le Velay à l'époque? Donc si on refait un focus plus général sur la région géographique. Oui, ouais. C'était nord-sud Alors, c'était essentiellement le Puy vers Aubenas, Montpellier. C'est l'axe majeur parce que on est dans le Languedoc. Et il y a une complémentarité, excusez-moi, des économies entre les produits de l'élevage et, par exemple, les productions du Midi, etc., ne serait-ce que le vin, etc. Et il y a une complémentarité. Et donc, c'est important. C'est important. L'axe auvergnat, je vous ai dit, il y a une espèce de réticence de la part des autorités auvergnats. Avec Clermont, donc, c'est ça, le Puy-Clermont. Voilà, le Puy-Clermont, il y a des difficultés, c'est difficile et c'est moins évident. C'est moins évident. Et puis, il y a un axe qui est en train de se développer à cette époque, c'est vers Lyon. Il y a des services de messagerie réguliers qui se mettent en place. Des échanges, et aujourd'hui, on sait que Lyon, c'est l'axe le plus Lyon est très important. Donc à l'époque, on échange plus avec le sud qu'avec Lyon. Ah oui. Qui est l'inverse aujourd'hui. Oui, c'est l'inverse aujourd'hui. Et qu'en est-il de l'Ouest, le Gévaudan? Alors là, je n'ai pas fait de recherche. Aujourd'hui encore, ça reste des territoires très enclavés. Voilà, très enclavés, c'est plus difficile.
D'abord, il y a le passage après de la vallée de l'Allier, puis il y a cette limite administrative, hein, mais là, ça réclamerait d'autres recherches. Des difficultés étaient parfois rencontrées, Didier, pour développer ces routes dans la zone montagneuse du Velay. Y a-t-il également un développement majeur des ponts à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que qui dit route dit pont quand on Oui, a des difficultés oui, géographiques? oui, oui. Je citais tout à l'heure le pont de Goudet, qui est un axe essentiel. D'ailleurs, les habitants le disent quand ils réclament la destruction de cette chapelle qui menace l'intégrité du pont et la vie de ceux qui passent. Il est bien noté que c'est un axe fondamental entre les pays, les hautes terres des Boutières, hein, et les pays du Gévaudan. C'est un axe qui est cité comme un axe fondamental. Oui. Hein. Ah oui, oui, oui. Et donc ce pont, il est très très important, et très très important. Il y a à cette époque un autre pont qui a été construit, hein, je citais, c'est le pont sur la Loire à Brive, le pont dit de Galard. Alors il reste 2 ou 3 arches de l'ancien pont médiéval. Le Hein, vestige qu'on voit à voilà, côté du pont voilà. actuel. Et il fallait à tout prix, hein, à tout prix développer un pont plus important que le pont, le seul pont utilisable, c'est-à-dire le pont de la Chartreuse. Et le pont de la Chartreuse, pour ceux qui existent toujours, bah, il est étroit, hein, il est en dos d'âne, et donc il permet des échanges extrêmement limités. Alors, et en plus, il est long, hein, plus de 100 mètres, et donc il fait pas plus de 2 mètres de large, et donc comment dirais-je, intervenir là, et Monseigneur de Galard, comte du Velay, évêque du Puy, va peser de tout son poids pour avoir pour qu'un autre pont soit construit. Et c'est ce qui est fait. Hein. Les travaux du pont d'Île Galard, qui existent toujours, hein, débutent en 1772. 4 ans furent nécessaires. Alors, il a fallu négocier avec les riverains, parce que notamment il y avait, comment dirais-je, les, une, le moulin des Chartreux, hein, qui pendant 2 ans, à cause des travaux, ne pouvait plus fonctionner. Et donc les Chartreux demandent des indemnités, etc. Alors, comment dirais-je, ça n'a pas beaucoup ému les autorités du Velay, parce que les Chartreux, disons, ça va, ça allait une certaine aisance, et donc, mais il a fallu négocier avec les riverains. Par exemple, il y a une dame, la dame Perrier, par exemple, qui avait demandé, puisqu'il y a un nouveau pont, attention, moi je veux une porte d'entrée à ma vigne et un mur de soutènement. Hein, voilà. Et donc, c'est un pont qui est très beau, hein, 100 mètres de long, 5 arches en anse de panier, et donc des arches de 18 mètres environ, hein, et il y a des arches plus petites qui permettent de laisser passer comment dirais-je, les biefs alimentant les moulins, et c'est un pont qui existe toujours. Et donc cette très belle réalisation, hein,
améliore considérablement, ce qu'on disait tout à l'heure, le tracé, la route qui relie le Puy à Lyon. Hein. Et d'ailleurs, comment dirais-je, cet ouvrage a bénéficié d'une aide nationale du royaume. Pour les rivières, les fleuves, avant les ponts, on avait, durant la période médiévale, mais aussi, je pense que ça continue encore au XVIIIe siècle, on avait les bacs. Oui. Ces Beaucoup de méthodes, bacs. pour nos auditeurs, c'était en fait des barques qui vous aidaient à traverser, à rejoindre une berge à une autre, C'est avec ça. le paiement d'un impôt. Voilà. C'était comme un péage, mais fluvial. Voilà, Voilà. c'est ça. Ces ponts, à l'époque, est-ce qu'ils sont administrés de la même manière? Est-ce que les habitants y payent une taxe pour les utiliser? Non. Donc c'est financé par Voilà, c'est le financé royaume. par les États du Velay, par le produit des impôts. Ils servent de la même manière qu'on se sert des routes, des voies de communication. Hein. Alors bien sûr, ces routes sont... Il y a des fossés le long, elles sont empierrées, etc. Hein, mais il n'y a pas de bitume, hein, bien entendu. Mais ces routes sont utilisées par tout un chacun. Hein, et il en est de même pour les ponts. Sauf jusqu'au XVIIe, le pont de Goudet, parce que c'était aussi une limite administrative avec des douanes intérieures. On payait des taxes de province en province, c'est de ça? Province en province, comme existait à l'entrée des villes jusqu'au début du XXe siècle, l'octroi. Hein. Paiement d'impôts pour venir. Voilà, une taxe pour venir. Souvent pour commercialiser, d'ailleurs, pour vendre des tout denrées. Tout à fait. Le viaduc de la Roucoumène, Didier, situé entre le Monastier, enfin quand même plus proche du Monastier que des Estables, mais c'est entre le Monastier, c'est sur la route des Estables, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'il est construit durant cette période de développement routier? Ah non, le viaduc de la Roucoumène, c'est une autre époque. Alors il faudrait une autre dimension. C'était le grand projet ferroviaire du fin 19e, début du 20e. Hein, la grande idée d'une voie ferrée entre le Puy et la Basse-Ardèche. Hein. Mais bon, ce grand projet qui avait été notamment porté par Laurent Hénac, hein, du Monastier, n'a pas vu le jour. Toutes les infrastructures ont été faites. Il y avait même un projet à l'époque que la gare du Puy soit une belle gare, puisqu'il y aurait eu un nœud ferroviaire, d'un côté Lyon, de l'autre Clermont-Ferrand, au sud Langogne, et puis à donner la basse vallée du Rhône. Hein. On prévoyait même, j'ai regardé les archives, de construire au-dessus des voies de la gare du Puy une grande verrière. Mais c'était venu trop tard. Il y a eu, c'était la voie ferrée entre le Puy et Langogne. C'était la troisième période d'équipement ferroviaire. Elle n'a jamais eu un grand succès. Jamais eu un grand succès. Puis l'automobile après qui arrive et qui voilà. Et puis c'est une voie qui est tortueuse. Hein. Pensez que quand vous pensez, je prends un exemple. Hein, vous preniez le train de Costaro au Puy, il fallait passer par Solignac, Boubon, Brive-Charensac, alors Costaro, maintenant, puis vous avez là, RN 88, ben oui, c'est ça. Hein. Donc, et puis ce qu'on appelle la Transénole, hein, les viaducs ont été construits, les tunnels creusés, hein. C'est venu trop tard. Voilà. Et c'était la quatrième époque du développement ferroviaire. C'était fini. Développement ferroviaire qui a lieu principalement au 19e siècle, dans les années 40. Disons, il y a eu deux grandes époques. Les premières fondations, c'est
disons la monarchie de Juillet, hein, et puis le grand, comment dirais-je, le grand initiateur du développement ferroviaire, c'est Napoléon III. C'est Napoléon III. Donc de 1830 à 1870. Voilà, c'est ça. C'est la grande époque. Ça déborde évidemment sur les débuts de la troisième, hein, mais les grands axes sont créés à cette époque. Aujourd'hui, il y a 250 ans après tout ça, enfin 250 ans après la Révolution française, beaucoup disent que la Haute-Loire reste un territoire isolé, enclavé du reste de la France, qu'auparavant, jusque dans les années 60, effectivement, on avait en tout cas en Haute-Loire des petites lignes ferroviaires qui desservaient même des petits hameaux tels que Solignac-sur-Loire, Costaro, comme vous l'avez cité précédemment. Est-ce qu'aujourd'hui la Haute-Loire est plus isolée et enclavée qu'elle ne l'était auparavant ? Disons que Je te pose une colle. oui, c'est difficile. Comment dirais-je? Est-ce qu'on est dépendant en quelque sorte de l'automobile aujourd'hui en Haute-Loire ? Oui, bien sûr. Et c'est pas spécifique à la Haute-Loire, je crois. C'est pas spécifique à la Haute-Loire. Je pense, vous savez, j'ai en mémoire, par exemple, le grand mouvement qui a eu lieu il y a quelques années, dit des Gilets jaunes. 2018. Voilà. Il n'y a pas si longtemps. Je passais l'hiver à Paris à cette époque-là, et, comment dirais-je, ma ville de naissance, et il y avait je tombe sur une grande manifestation de Gilets jaunes. Alors, moi, je suis toujours intéressé, hein, voilà. Et j'y vais à pied. Je passe par la rue de Rennes, ceux qui connaissent. Là, c'était à la veille de Noël. Les cartes bleues des Parisiens, ça flambait. Hein. Après, tout était fermé. Le boulevard qui conduisait à l'Assemblée nationale s'est fermé. Je traverse la Seine et je me trouve place de l'Opéra avec un face-à-face entre gilets jaunes et gendarmes mobiles. Et là, j'interroge un petit peu les gilets jaunes. Mais d'où venez-vous ? Eh bien, ils venaient des départements périphériques de l'Île-de-France. Le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Oise, etc. Et ils me demandaient, est-ce qu'il y a une station de métro pas loin ? Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient fermées. Mais je me suis aperçu qu'ils ne connaissaient pas Paris. Il y avait un gouffre total. Eh bien, on l'a à tous les niveaux. Enfin, c'est un phénomène général à la France, je crois. Hein. C'est-à-dire, il y a le monde urbain, le rural périurbain, et puis le rural, ce qu'on appelait à l'époque le rural profond. Hein. L'ultra-ruralité. Voilà. Et bon, quand même, quand on réfléchit, quand on regarde un peu la condition de vie, d'habitation d'un habitant qui habite à la Bessières-Saint-Marie, et d'un habitant qui habite à la Courneuve ou dans le Val d'Oise, ça reste quand même celui qui est à la Bessières-Saint-Marie qui est peut-être le plus desservi en termes de transport et de route, non ? Pas forcément, faut pas réfléchir à des problèmes comme ça. Pas forcément. Pas forcément. Je dirais pas ça parce que, comment dirais-je, en Haute-Loire quand même, on a un réseau secondaire qui est pas mal. Moi, je trouve qu'il est pas mal. En plus, il y a des services de déneigement qui sont en général efficaces, hein, etc. Quand il faut se transporter dans le RER parisien à des heures de pointe, serré, etc., je sais pas. On met peut-être le même temps, effectivement, et voire davantage de temps en région périurbaine. Voilà. Ouais, plus de temps, je sais pas. Mais bon, mais il y a des différences, comment dirais-je. Prenez les Parisiens, hein. Vous savez, les Parisiens, ils n'ont pas de voiture. Il y a des statistiques, vous prenez les statistiques, les provinciaux, ils ont tous une voiture. Mais les Parisiens, ils n'ont pas de voiture, ils n'en ont pas besoin. Ils ont des gares, ils ont des aéroports.
Merci Didier d'avoir accepté notre invitation. Merci Loïs. Merci à vous, chers auditeurs. J'espère que vous avez été aussi passionnés que moi de rentrer dans ce sujet qui peut paraître banal, mais qui nous permet de rentrer dans le fond de l'histoire altiligérienne, parce qu'effectivement, en comprenant le développement des axes routiers, eh bien, on comprend l'histoire économique et sociale d'un territoire. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Altistoria. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.